Pour en parler avec moi, je vais accueillir Isabelle Lafont, professeure Isabelle Lafont. Vous êtes bien sûr la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier. Philippe Trottaba, qui est le directeur de la CPAM de l'Hérault. Nicolas Balmel, le directeur général délégué de Bastide Médical. Jean-Christophe Calme, médecin généraliste et président de l'URPS, des Unions des professionnels de santé des médecins libéraux d'Occitanie. Et Jean-François Bouscarin pour les infirmiers libéraux, infirmiers d'Occitanie. Ce jour, vous êtes aussi président de l'URPS. Voilà, merci à vous tous d'être là avec moi. On va commencer un peu de la même manière que sur la première table ronde, par dresser un constat. Je vais commencer avec vous, Monsieur Tortoba, sur le constat des manques. On va parler des médecins, bien sûr, essentiellement généralistes et spécialistes. Est-ce qu'on peut avoir un état des lieux sur notre zone? Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Trottaba, directeur de l'assurance maladie de l'Hérault. Tout à l'heure, Lamine Garbi disait que la région était une région bénie des dieux. C'est vrai que quand on regarde les statistiques globales des professionnels de santé, il y a effectivement sur toutes les professions une densité, c'est-à-dire le nombre de professionnels pour 100 000 habitants, qui est supérieur en Occitanie au reste de la France. Mais il y a quand même, évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a peut-être quatre points que je voudrais souligner. Le premier, c'est qu'on a une très forte disparité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Sur la région, on a trois grands, si je prends les médecins généralistes, on a trois grands territoires qui sont évidemment l'Hérault, la Haute-Garonne et puis les Pyrénées-Orientales, où il y a une forte densité des médecins généralistes, mais c'est beaucoup moins vrai dans les territoires, dans les départements qui sont plus ruraux. Et je voudrais déjà aussi faire un petit aparté sur le fait que c'est pas toujours sur les médecins généralistes le distinguo entre territoires urbains et territoires ruraux. Au sein des territoires urbains, on a des difficultés sur certains quartiers prioritaires de la ville. Et donc cette disparité, on la retrouve dans le zonage que l'Agence régionale de santé a fait, puisqu'il y a près de 30%, 1400 et quelques communes, pour lesquelles on considère que ce sont des zones prioritaires. Pour lesquelles donc on a des aides financières pour essayer d'inciter à l'installation dans ces zones. Le deuxième élément très fort, c'est que on a une difficulté d'accès aux médecins spécialistes. C'est quand même ce qui est aujourd'hui marquant, avec une très forte disparité. Ça va de 1 à 4, si je prends deux spécialités qui sont quand même très importantes pour les habitants, les assurés sociaux. Ça va de 1 à 4 pour les cardiologues, où on retrouve toujours les mêmes, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales, et puis par exemple l'Ariège ou le Lot. Et c'est pareil, on a un rapport de 1 à 4 pour les radiologues, qui sont là aussi évidemment très utiles, par exemple sur des pratiques de dépistage des cancers du sein notamment. Ce que je voudrais aussi souligner, peut-être ce qui est frappant pour moi, c'est de voir aussi que la densité, si on prend les médecins généralistes, elle a baissé en 10 ans. Et c'est aujourd'hui une réalité. On avait 94 médecins pour 100 000 habitants dans la région Occitanie, médecins généralistes. On en a aujourd'hui plutôt de l'ordre de 83. Et c'est plus de 230 médecins qui aujourd'hui sont partis, n'ont pas été remplacés dans le flux. Donc c'est évidemment une tension sur les territoires. Sur les spécialistes, on et puis retrouve... peut-être juste pour terminer sur l'autre élément, c'est le vieillissement, on en parlera peut-être. Quand on regarde les professionnels de santé, en particulier les médecins qui ont plus de 65 ans, c'est un nombre quand même assez significatif. Ce qui veut dire que ça va s'accroître. Donc voilà, il y a évidemment une tension qui va se rajouter. On a, je crois, pas loin de 15% des médecins, ça dépend, c'est évidemment variable selon le territoire, mais qui sont sur la région Occitanie à plus de 65 ans, donc avec des départs à venir. Au moment même où la population va vieillir et donc la demande de suivi auprès de son médecin généraliste, on sait que c'est le premier contact et en particulier pour les patients âgés et au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais avec une fréquence importante, au moment même où cette population va augmenter. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une préoccupation pour nous, Assurance Maladie, notamment sur le rôle que le médecin traitant a vis-à-vis de ses patients, et en particulier des patients en ALD. C'est peut-être aujourd'hui notre priorité numéro 1,
On travaille beaucoup avec les médecins sur les territoires, et notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les communautés professionnelles territoriales de santé. On a 45 000 personnes qui sont en ALD, en affection longue durée, donc ceux qui ont le plus besoin finalement de régularité et d'attention dans leurs soins. On a 45 000 personnes qui sont aujourd'hui sans médecin traitant. C'est 4,5% de la population. Alors on a commencé à travailler depuis 6 mois. On a un peu des résultats, puisqu'on est à 4,5%, on était à 6% au mois de juin. Donc on voit que le fait d'en parler avec les médecins, le fait de travailler sur un certain nombre de solutions qu'on évoquera tout à l'heure, le fait de mobiliser les communautés territoriales de santé commence à produire des effets. Mais c'est effectivement un travail de longue haleine, en sachant que, on l'a dit tout à l'heure, eh bien la région attire. Et il n'y a pas que des personnes en ALD qui viennent, mais un nombre significatif, évidemment, de personnes aussi. Donc c'est une grosse mobilisation aujourd'hui pour que chaque patient de la région en ALD puisse avoir un médecin traitant. Et on a des territoires sur lesquels ça marche bien, ça marche très fort. Je pense notamment à un territoire dans le département de l'Hérault où on a à peu près 1,5% seulement des patients en ALD qui n'ont pas de médecin traitant. C'est le territoire du bassin de Thau. Donc on voit que quand les professionnels se mobilisent avec le concours de l'assurance maladie, ça peut marcher, mais ça demande beaucoup de mobilisation. Alors les spécialistes, un mot des spécialistes. Écoutez, les spécialistes, je pense qu'on a un vrai sujet qui... Sur certaines spécialités. Sur certaines spécialités, j'en ai cité 2 tout à l'heure. C'est vrai que c'est compliqué, y compris pour des départements. Je prends le département de l'Hérault, qui a une forte densité de médecins généralistes et de médecins spécialistes. Et c'est vrai que c'est compliqué sur certains territoires quand on travaille sur le terrain maintenant, sur des approches territoriales. Je rencontre des médecins qui me disent qu'ils ont effectivement dans leur territoire pas de cardiologue. Et donc ils sont obligés d'organiser des filières, des connexions avec des cardiologues qui sont plutôt en établissement. Donc aujourd'hui... Mais même sur des villes bien pourvues, comme je prends la ville de la métropole, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue ou chez un gynécologue, il faut s'y prendre 5-6 mois à l'avance. Oui, tout à fait. Les rendez-vous sont longs et c'est vrai qu'on les retrouve un peu sur tous les territoires. Là, alors qu'il y a une politique publique qui dit qu'il faut absolument, par exemple pour le suivi féminin, une consultation par an. Oui, mais une consultation par an, il n'y a pas de quoi assurer une consultation par an pour toutes les femmes du territoire. Alors, on s'organise, on s'organise quand même, notamment avec les acteurs de terrain pour essayer de mettre en place par exemple, vous citiez sur la santé féminine, on organise des journées santé de la femme où effectivement, on essaye de mobiliser les professionnels, on essaye aussi d'organiser des rendez-vous et de proposer des rendez-vous aux femmes concernées, parce que quand l'offre apparaît compliqué, c'est vrai qu'on a tendance à renoncer. Et donc notre objectif aussi, c'est de montrer qu'il y a de l'offre, montrer qu'il y a des créneaux de rendez-vous et d'essayer de faire matcher, je dirais, un peu ces éléments. Mais c'est vrai qu'il faut encore plus aller vers faire du aller vers, être proactif pour organiser le lien entre l'offre et la demande sur un certain nombre de spécialités. Après, il y a des spécialités, enfin, il y a des professions qui s'organisent. Aujourd'hui, le système est assez libre. On a des conventionnements avec un certain nombre de professions, mais plutôt des professions paramédicales, même si, par exemple, si on prend les dentistes, notre profession de santé, l'assurance maladie vient de signer une convention dans laquelle il y a un début de conventionnement. Et donc, pour s'assurer que dans des zones un peu surdenses, il n'y ait pas de professionnels pour qu'il y ait une meilleure répartition. Et c'est vrai qu'on a aussi un système qui, aujourd'hui, sur un certain nombre de spécialités, est assez libre en matière d'installation. Mais même, j'insiste, parce que c'est vrai que même dans des villes qui ne sont pas, où il ne s'agit pas d'aller forcer à s'installer dans un petit village, mais aujourd'hui, on a des ophtalmologues qui sont à 60-70 patients par jour. Et n'empêche que pour avoir un rendez-vous, eux sont au taquet, on va dire, ne peuvent pas faire plus, et que vous avez 5-6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc là, il ne s'agit même pas de la qualité de vie du médecin, on est loin de ce dont on parlait tout à l'heure, à 70 patients par jour. Peut-être un mot pour dire qu'il y a une négociation conventionnelle qui va intervenir, qui est en cours là d'ailleurs, et qui, on l'espère,
aboutira au début de l'année 2024. L'accès aux spécialistes est un sujet pour l'assurance maladie. Et donc, notamment, il y a des réflexions, je pense qu'il y aura des échanges sur ce qu'on appelle les équipes de soins spécialisées, les ESS, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à soutenir financièrement des organisations où les spécialistes se regroupent, essayent de proposer effectivement une offre plus coordonnée. Et donc, ça passe aussi par un soutien des équipes de soins spécialisées. Moi, je pense que d'ailleurs, on a, y compris dans le débat public, beaucoup trop longtemps mis l'accent sur les déserts médicaux au sens des médecins généralistes. Alors, il y a des vraies difficultés, je les ai rappelées tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas suffisamment, dans notre système, effectivement, mis l'accent sur les difficultés d'accès aux spécialistes. Et les équipes de soins de spécialistes sont aujourd'hui les spécialistes qui se regroupent et qu'on va essayer d'aider financièrement sur un élément peut-être prometteur. On va y revenir dans notre deuxième partie. Je vais bien sûr me tourner vers la doyenne Isabelle Lafont. Quand on parle de la raréfaction des profils et du manque de médecins et de spécialistes, on a envie d'avoir un constat chez vous en termes de formation. On en est où? Est-ce qu'il y a un problème pour attirer vers ces métiers-là ou il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je suis très heureuse d'être là et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur une table ronde comme celle-là. En propos liminaire, j'ai envie de dire qu'il y a une expression que je ne cautionne pas du tout, c'est l'expression déserts médicaux. Juste parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce n'est pas qu'un problème de médecins. Certes, il y a un problème de nombre de médecins, un problème de répartition médicale, vous l'avez évoqué, mais il y a surtout un problème d'exercice pluriprofessionnel coordonné, qui est à mon avis une base de réflexion extrêmement importante. Et puis il y a un petit problème derrière aussi qui a été évoqué, j'ai bien aimé l'entendre à la précédente table ronde, qui est le sujet des nouveaux métiers de la santé. Alors, vu de la faculté de médecine, la prétention de la faculté de médecine, et ce n'est pas la seule faculté de médecine de France qui dit ça, c'est que je pense qu'une des solutions à problématiques qu'on a actuellement, que j'appelle plutôt donc de l'inéquité d'accès aux soins, vient de l'offre de formation qu'on peut prodiguer aux futurs professionnels. Alors, partons du constat. On viendra sur les solutions après. Mais déjà, au niveau du constat de cette raréfaction, peut-être, est-ce que ce sont des métiers qui attirent encore beaucoup? Est-ce que c'est un problème de numerus clausus? Est-ce que c'est un problème de spécialité, de choix de spécialité? Quel constat faites-vous aujourd'hui sur les étudiants qui vont vers ce type de profession? Alors, si on parle que des médecins, oui. Généralistes et spécialistes. On n'a aucun problème d'attractivité sur les filières de santé pour recruter des médecins. Le nombre d'étudiants qui postulent sur la première année d'entrée en études de santé est extrêmement élevé. Il varie d'une année à l'autre, mais c'est plus de 10 000 candidats et candidates qu'on a. Donc on n'a aucun problème de visibilité et d'attractivité. Une fois que les jeunes sont rentrés dans les filières que j'appelle purement médicales, donc médecine, maïeutique, pharmacie et odontologie, alors il y a des inégalités entre les 4 filières, mais si on parle de la médecine, on a très peu d'étudiants qui arrêtent en route. C'est quelques poignées d'étudiants qui abandonnent. Donc ce sujet de l'attractivité pour les études de médecine n'existe pas en médecine. Ce qui est très différent de la pharmacie, où on a un problème d'attractivité qui est en train d'être amélioré avec des mesures d'ajustement qui ont été mises en place. La maïeutique est un tout petit peu en difficulté également sur le recrutement, mais on arrive quand même à remplir les places. Et l'odontologie n'a pas de difficulté non plus de recrutement. Sur les autres spécialités, est-ce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des spécialités qui sont en souffrance de profil? Est-ce que, d'abord, quelles sont ces spécialités vers lesquelles vos étudiants vont le moins et comment vous l'expliquez? Alors, c'est complètement polyfactoriel, il n'y a pas de réponse univoque à ça. La notion de spécialité en tension, j'ai très longtemps cherché, comme jeune doyenne, une liste des spécialités en tension, un truc que tout le monde dit pareil, mais en fait, tout le monde ne dit pas pareil. Il y a plein de façons d'éclairer le sujet. Vu de la faculté actuellement, les spécialités sur lesquelles on a vraiment des appels à l'aide de nos enseignants-chercheurs, c'est bien sûr la médecine générale, c'est la psychiatrie, c'est la pédiatrie, c'est la gynéco-obstétrique, c'est l'anesthésie-réa, c'est les urgences, c'est l'anatomie, c'est la NAPAT, c'est la cardio, ça a été dit, la neuro, l'oncologie, la gériatrie, la radiologie. Je vais vous dire que c'est un peu toutes les spécialités qui réclament des internes supplémentaires pour pouvoir répondre à une demande des territoires qui est très importante. Comment vous expliquez que les étudiants n'aillent pas vers ces spécialités? C'est multifactoriel. Dans les éléments clés qui favorisent, je dirais, l'implantation d'un médecin dans telle ou telle spécialité, il y a des choses qui sont inhérentes à la spécialité elle-même, mais pas que. Il y a tous les éléments environnementaux qui sont très importants. Et ça a été dit tout à l'heure. Il y a effectivement des spécialités où
l'organisation, la charge en soins est telle que c'est très difficile de se projeter dans des exercices avec des journées qui font 18 heures et un niveau de rémunération qui n'est peut-être pas suffisant. Il y a aussi des éléments qui sont liés à l'environnement de la spécialité en termes d'accompagnement paramédical et d'exercice pluriprofessionnel dont je parlais tout à l'heure, où probablement on n'est pas suffisamment organisé. L'exercice libéral, alors je pense que M. Calme en parlera tout à l'heure, mais l'exercice libéral isolé est beaucoup plus difficile que l'exercice pluriprofessionnel actuellement, en tout cas dans les organisations telles que les jeunes les appellent de leur vœu actuellement. Donc je ne crois pas qu'il y ait de réponse univoque à cette question-là. C'est vrai qu'il y a des spécialités plus compliquées, c'est vrai que la gériatrie, ça attire peut-être moins que, ça a été dit tout à l'heure, hein, que l'ORL, que l'ophtalmologie, que des spécialités plus techniques qui vont beaucoup plus vite. Mais pour autant, moi je sais que les jeunes dont on s'occupe dans les facs de médecine, ils ont encore, quand ils arrivent en médecine, cette espèce de petite lumière dans les yeux qui fait que toutes les spécialités sont belles et qu'ils ont envie de tout faire. Il y a quelque chose qui se passe après, qui est polyfactoriel et qui n'est pas uniquement lié à la spécialité. Est-ce qu'on leur demande de choisir trop précocement ? Je ne sais pas. On leur demande qui expliquerait que, parce qu'il y a des abandons de filières de spécialité, le droit, vous appelez ça le droit au remords, je crois, c'est ça ? C'est ça. Alors on leur demande de choisir plus précocement qu'avant. En tout cas, on leur demande de faire des choix et d'avoir des orientations. Ça a un côté parfois un peu précoce, mais ça a aussi un côté intéressant parce que il y en a qui se projettent dans cette stratégie de choix un peu plus précoce qu'il n'était à nos générations, par exemple. Les droits au remords actuellement sur les promos qu'on a, qui sont des promos de... on est à peu près à 300 là sur les internes, c'est 20 par promo qui changent de spécialité en cours de route, 20, 25, donc c'est même pas 10%. D'accord. Et ce choix plus précoce, il a été fait pourquoi de la spécialité, de l'orientation ? Il a été fait dans une logique de continuité de parcours qui dit que finalement c'est bien de construire au fil des études à la fois à travers l'appétence qu'on a et l'appétence qu'on voit se dessiner à travers les expériences qu'on fait, ce qu'on va devenir plus tard quand on leur... Vous savez, le deuxième cycle des études de médecine a changé avec actuellement une valorisation à travers les classements qu'ils vont avoir en fin de 6e année pour choisir leur spécialité à l'internat, de ce qu'ils ont fait avant et une valorisation du niveau de connaissances et de compétences qu'ils ont acquises dans tel ou tel domaine. Par exemple, en fonction des résultats à cet examen de fin de 6e année, ils vont avoir 13 classements différents en fonction des notes qu'ils auront obtenues dans telle ou telle partie de l'enseignement médical de base pour accéder à telle ou telle spécialité. Est-ce que ça aussi, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, le fait que le choix de la spécialité se fasse en fonction d'un classement et pas forcément d'une appétence, ça peut être un frein, l'engagement dans certaines spécialités ou bien l'encombrement d'autres spécialités? Oui, mais il y a de l'encombrement, mais je veux dire, en France, il y a un système qui s'appelle l'ONDPS, qui permet de réguler le nombre d'internes conformes dans telle ou telle spécialité. C'est régulé au niveau national, et c'est normal que ça soit régulé au niveau national, parce que sinon, on aurait des spécialités dans lesquelles on n'aurait pas suffisamment de médecins. Donc, il est normal qu'il y ait une régulation nationale de ce sujet-là. Ce qu'on exprime, c'est que dans les spécialités, il y en a qui sont effectivement choisis par les premiers de façon systématique tous les ans. C'est toujours un peu les mêmes, je les ai cités tout à l'heure. Mais pour autant, normalement, toutes doivent être pourvues parce qu'on n'a pas loin d'avoir l'adéquation entre le nombre de postes offerts dans telle ou telle spécialité et le nombre total d'internes qu'on va mettre sur les circuits professionnels au sortir du deuxième cycle. Jean-Christophe Calme, vous êtes président de l'URPS Médecins d'Occitanie. Vous n'aimez pas non plus le terme de déserts médicaux. Vous dites qu'il n'est plus vrai ce terme-là. Aujourd'hui, quel est le constat du manque ? Alors effectivement, le terme de désert n'est plus du tout adapté parce que le désert, ça sous-entend qu'il y a des endroits où ça va bien. Or, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, moi, je parle plutôt d'oasis médicale et encore, je parle d'oasis médicale en voie d'assèchement. C'est-à-dire que la crise que nous vivons, elle est partout. Souvent, on parle de déserts médicaux, on pense campagne, on pense les clochers dans les villages, etc. Aujourd'hui, les déserts médicaux, c'est aussi la périphérie des villes. Il y a ici des médecins de Juvignac, par exemple, qui connaît une pénurie de médecins qui va croissant. Et ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver parce qu'il faut souligner que 30% des médecins en activité ont plus de 60 ans. Alors effectivement, on l'abordera au rang des solutions, mais comment on fait pour garder ces médecins? Comment on les fait durer? Comment on les fait aller jusqu'à 70, même 80 ans? La Garbi disait tout à l'heure 80 ans. C'est un peu excessif quand même. J'aspire aussi à une retraite confortable et heureuse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le médecin généraliste que je suis, qui approche les 65 ans, se dit qu'il ne va pas lâcher ses confrères parce que sur le territoire, comment ils vont faire?
Il y a une vraie responsabilité. Et ce poids-là se rajoute au poids des patients qu'on a. Alors, pour autant, mais je veux le dire parce que c'est important, c'est vrai que la ressource médicale se raréfie partout. Mais si je prends le cas des généralistes, on constate qu'il se passe des choses quand même. La patientèle moyenne de généraliste était de 900 patients il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est de 1100 patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les généralistes prennent de plus en plus de patients en charge. C'est-à-dire qu'ils font face à la pénurie. Et ces patients qui prennent en charge sont souvent des patients chroniques, des patients lourds. Et ça se voit aussi dans les chiffres. Un médecin généraliste moyen faisait en gros 5600 actes il y a quelques années par an. Aujourd'hui, ils sont tombés sous les 5000. C'est-à-dire qu'on a perdu 10% d'actes. Alors, est-ce que les médecins travaillent moins? Pas du tout. Ils travaillent toujours autant. Simplement, les actes sont plus longs, plus durs, plus chronophages, et le métier reste toujours aussi difficile. On est des acteurs de la proximité, et ça aussi, je voulais le dire, avec les infirmiers d'ailleurs. Parce qu'on ne parle pas assez, et je remercie Hervé Montbru qui a évoqué le sujet des patients chroniques et du maintien à domicile. Notre boulot, à nous, qui assumons quand même 90% de la demande de soins sur l'État, hein, sur la France, c'est pas rien quand même. C'est la proximité, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, qui assurent cette prise en charge et qui sont en train de permettre cette transition épidémiologique, c'est un mot qu'emploie la CNAM, hein, qui est très juste, qui est que les gens veulent rester à la maison beaucoup plus longtemps. Et il faut qu'on travaille à maintenir les gens à la maison. Et pour faire ça, effectivement, on a besoin d'aide, on a besoin de moyens. Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Mais oui, pour revenir à votre question initiale, il n'y a plus de déserts médicaux. La France est un désert médical. Alors, vous le constatez, vous aussi, je viens vers vous, Monsieur Balmès, parce que vous êtes donc Bastide Médical, vous êtes au contact, on va dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va expliquer d'abord, rappeler ce que vous faites, peut-être. Oui, merci beaucoup de votre invitation. Bonjour à tous. Merci de poser cette question-là, parce qu'effectivement... Prestataire de santé à domicile. Qu'est-ce qu'un prestataire de santé à domicile? C'est une bonne question d'introduction, effectivement, puisqu'on sait exactement ce qu'est le rôle d'un infirmier, d'un médecin, d'un hôpital ou d'une clinique, mais le rôle d'un prestataire de santé à domicile, finalement, aujourd'hui, c'est assez peu connu. Ce sont des métiers qui ont été créés au milieu des années 70, souvent par des pharmaciens, des infirmiers ou par des professionnels de santé. En tous les cas, nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous n'avons pas vocation à l'être, même si nous avons dans nos effectifs un certain nombre de professionnels de santé, et nous y reviendrons sûrement tout à l'heure. Le prestataire de santé à domicile, c'est soit donc une association ou une société qui va délivrer au domicile du patient donc des dispositifs médicaux. Ça peut être soit des lits médicalisés, des matelas anti-escar pour le maintien à domicile, ou encore des bouteilles d'oxygène sur les problématiques respiratoires, ou des dispositifs pour lutter contre l'apnée du sommeil, ou encore après derrière perfusion, nutrition, ou aussi dans le domaine du diabète, des pompes à insuline. Ce sont des dispositifs médicaux qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus difficiles à appréhender par les patients. Et donc notre rôle, au-delà de délivrer effectivement ces dispositifs médicaux au domicile des patients, c'est d'aider les patients, leur entourage, à effectivement bien prendre en compte le fonctionnement de la machine, les épauler régulièrement, presque quotidiennement si nécessaire, faire ce suivi, vérifier qu'ils sont bien observants, et puis après, derrière, faire bien sûr un compte-rendu régulier et un suivi régulier en lien avec le prescripteur, parce que tout part d'une prescription médicale. Vous assistez, puisqu'on est là dans cette médecine qui vise à laisser les patients aussi de plus en plus à domicile, et on le dit, et cette patientèle qui s'accroît. Est-ce que vous voyez aussi cette pénurie, puisque vous êtes sur le terrain au contact de ces patients, de leurs difficultés d'avoir accès à leur médecin, d'avoir des rendez-vous, et donc un petit peu des gens qui sont par moments un petit peu perdus dans leur... Alors, nous intervenons qu'à partir du moment où il y a une prescription médicale, oui, comme je l'évoquais. Mais ensuite, sur le suivi. Après, derrière, donc, nous avons cette relation avec son prescripteur. Donc, très clairement, le lien, il est déjà fait. La coordination, elle est portée de manière collégiale et tout ça, avec une très très bonne collaboration avec les infirmiers libéraux ou les prescripteurs. Donc déjà, si vous voulez, les choses sont déjà mises en place. Donc, en revanche, les difficultés que nous avons, ça a été évoqué lors de la première table ronde, c'est effectivement, comme je vous l'évoquais dans nos effectifs, nous avons des professionnels de santé, beaucoup d'infirmiers en particulier. C'est vrai que nous avons des difficultés effectivement de recrutement, en revanche. Voilà.
Alors, je reviens vers vous, Jean-Christophe Calme. Comment vous expliquez aujourd'hui cette pénurie de médecins, mais aussi de spécialistes? Est-ce que c'est le manque de rémunération de certains actes par rapport à d'autres qui explique que ça soit moins attractif? Alors, il y a deux sujets, en fait. La pénurie de médecins, elle s'explique par les effets du numerus clausus, qui a été voulu, ça a été rappelé, par l'instauration du MICA dans les années 90, donc ce départ à la retraite des médecins à partir de 55 ans, et puis une réduction drastique jusqu'en, je crois, 2003 du chiffre des entrées en médecine. Mais aujourd'hui, ça augmente. On était à combien? On était descendu jusqu'à quoi? Je crois qu'on était descendu à 3500 au plus bas, et aujourd'hui, on doit être à 10 000 ou 11 000, non? On est à, si on parle de nombre de jeunes qui rentrent, on est à 9 500, 10 000. Voilà, et on était descendu à 3 500. Ouais. Alors, donc il n'y a pas eu, juste, il n'y a pas eu d'anticipation suffisante, elle y est aujourd'hui, mais on sait qu'il faut 10 ans, par rapport au vieillissement de la population. Là, il y a eu un... Il y a eu une volonté politique. À l'époque, la doctrine était de dire le médecin coûte cher parce qu'il prescrit les soins. Donc on va diminuer le nombre de médecins, on va diminuer les dépenses. On voit aujourd'hui que c'était un mauvais calcul parce que en fait, les dépenses ont plutôt tendance à augmenter, comme le prouvent les chiffres. Donc c'était un mauvais calcul. Pour autant, aujourd'hui, on en parlera peut-être, les chiffres augmentent. Ça met en question aussi les capacités de formation de nos facultés. Je pense qu'Isabelle Lafont sait que ça va être difficile. On a une chance extraordinaire en Occitanie. C'est vrai qu'on est dans une terre bénie, comme ça a été dit. On a beaucoup de maîtres de stage d'université à l'extérieur. On a des grosses capacités de formation au sein de nos CHU, que sont le CHU de Montpellier et le CHU de Toulouse. Mais ce sont des vrais sujets de préoccupation. Il va falloir absorber cette arrivée de nouveaux médecins qui se profilent assez rapidement. Il y a récemment un article, je crois que c'est dans les Échos, qui montre que c'est en train de s'infléchir tout doucement. Donc je pense qu'on est en train de toucher le fond et qu'on ne va pas tarder à entamer une ascension. Ça, c'est pour le côté verre à moitié plein. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y aura assez de médecins? Parce qu'il y a aussi un changement des envies de qualité de vie. Et est-ce que ça va faire des équivalents de temps plein? Parce qu'on sait que le médecin généraliste d'aujourd'hui, mais peut-être d'il y a quelques années encore plus, était un médecin qu'on pouvait joindre tout le temps, etc., etc. Ça n'est fini de ça? Ça dépend des gens. Alors, je vais pas faire. Est-ce que demain, ça en sera de plus en plus fini de ça? Je ne vais pas faire de genrisme, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas lié à la féminisation de la profession, comme ça a pu être dit, parce que quel que soit le sexe, les jeunes professionnels aspirent à avoir, en tout cas, un meilleur équilibre entre famille et travail. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve, quel que soit les nouveaux professionnels de santé. Les 70 heures par semaine, c'est fini? Alors c'est fini, oui et non, enfin oui c'est fini, 70 heures par semaine. En tout cas, c'est pas mais il faut souligner que les médecins travaillent encore largement 50 heures par semaine, ce qui est beaucoup plus que la population générale. Donc c'est pas le problème de la quantité de travail, c'est le problème de la qualité de travail qui est posé, et c'est le problème de l'attractivité du travail qui est posé. Et là, si on en revient au problème de l'attractivité, il faut faire la différence entre l'attractivité des professions médicales en général, et Isabelle Lafont l'a dit, il n'y a pas de problème d'attractivité des professions médicales en général. Il y a un problème ensuite de démission, et on le vit particulièrement avec les IFSI, puisque dans les instituts de formation pour les soins infirmiers, il y a 50% des infirmiers qui s'en vont avant la fin des études, mais Jean-François en parlera certainement beaucoup mieux que moi. Quant aux médecins, non, ils restent, mais ils choisissent des modes d'exercice parfois différents. Alors vous avez parlé de carence dans la spécialité. En fait, il n'y a pas vraiment de carence dans les spécialités médicales autres que la médecine générale et certaines spécialités cliniques. On a des problèmes avec les spécialités comme la pédiatrie, comme la psychiatrie, comme l'endocrinologie. Pourquoi? Parce que ce sont des spécialités qui sont uniquement basées sur le raisonnement, qui ne font pas d'actes techniques, et qu'en médecine, et paradoxalement, et c'est quelque chose qu'il faudra peut-être travailler avec la CNAM, ce qui rapporte, c'est ce qu'on appelle la CCAM, ce sont les actes techniques. Est-ce que ça, c'est vrai, ça peut être un vrai... je m'adresse à vous. Est-ce que ça peut être un vrai biais pour attirer de nouveaux profils? Parce que le fait que ce soit des spécialités de réflexion et pas d'actes techniques, que ça soit moins rémunérateur, c'est une vraie question. Quand on veut plus de pédopsychiatres, quand on veut... Oui, le micro est un souci. Dans la discussion conventionnelle que j'évoquais, la rémunération des spécialistes est effectivement un des sujets. Mais surtout cette différence entre actes techniques et actes de réflexion. On a structuré effectivement la rémunération des spécialistes sur les actes techniques.
et peut-être trop. Et on l'a basé aussi sur en dehors des équipes et des équipes spécialisées, c'est-à-dire de la coordination des acteurs eux-mêmes. Donc c'est ces sujets-là aujourd'hui qui sont sur la table. Ça va vraiment être un sujet de réflexion, parce que c'est vrai que... C'est un sujet de négociation, c'est-à-dire la rémunération des spécialistes, parce qu'on a souvent parlé de la question du 30 € pour les généralistes, mais qui là aussi occulte un peu la question. Une convention, c'est des médecins généralistes et des médecins spécialistes, et effectivement sur les spécialistes, il y a la valeur de la CCM, il y a ce qui n'est pas bien peut-être rémunéré par la CCM, et puis il y a la rémunération aussi du fonctionnement collectif d'une équipe. Ça, je pense que ce sont des sujets qui sont aujourd'hui, en tout cas en discussion concernant les spécialistes. Et c'est un des éléments aussi de l'attractivité. Il faut oui, de certaines filières. Vous vouliez réagir là-dessus, Isabelle Lafont ? Et il est clair qu'il y a une vraie clé autour des modes d'exercice. Si on prend l'exemple des généralistes, les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'actuellement, en territoire, l'exercice collectif représente seulement 15% des médecins généralistes en maison de santé pluriprofessionnelle ou pluriprofessionnelle universitaire, alors que quand on interroge nos jeunes, la majorité sont intéressés par l'exercice collectif. Il y a des sujets autour de l'organisation de la permanence des soins. Il y a des sujets autour des nouveaux modes d'exercice, le salariat, y compris pour la médecine générale, qui est une expérimentation régionale, là, ça fait partie des clés. Il y a des sujets autour de la technologie, tout ça. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est pour ça que la réponse n'est pas univoque. Je finis juste avec vous. L'inéquité sociale d'accès aux soins aujourd'hui, c'est une réalité sur le territoire. Est-ce que c'est une inéquité pour l'accès à tous les soins ? Alors en tout cas c'est un vécu du quotidien que je mentionnais là, c'est-à-dire que effectivement, moi j'habite et j'exerce en QPV. Quartier prioritaire de la ville. Voilà, quartier prioritaire de la ville, où les gens me posent toujours la question de savoir s'il y a un dépassement. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un frein à l'accès aux soins très clairement, parce que lorsqu'il y a dépassement, les gens ont parfois du mal à accéder à certains soins et repoussent la prise en charge, enfin en tout cas la prise en charge de leur pathologie. C'est un vrai sujet et on voit que, en fait, ça correspond, si vous voulez, mais il faut comprendre aussi le point de vue des spécialités médicales qui ont des coûts à supporter pour lesquels, et Philippe Trottabal disait, certains actes ne sont pas assez valorisés. Et donc, c'est de là qu'est né le dépassement. Le dépassement, il est né de l'aveu à l'époque de Raymond Barre qui disait « je ne peux pas augmenter indéfiniment la valeur des actes, et donc je crée le secteur 2 ». Voilà. Et ce faisant, effectivement, on arrive aujourd'hui à des dépassements qui font que certains patients renoncent à l'accès aux soins et se tournent vers les structures publiques ou mutualistes de façon à être pris en charge. Mais ça génère du délai dans les prises en charge et c'est une vraie problématique. Moi, je défends, comme la plupart de mes confrères, un système d'accès qui reste solidaire. Donc, si on a de l'argent, on peut avoir un rendez-vous beaucoup plus vite, évidemment, que si on n'a pas d'argent. Ça va plus vite, effectivement. Mais je défends et nous défendons tous un système d'accès qui reste solidaire, conformément à ce qui a été construit à l'époque en 1945. Jean-François Bouscarène, vous êtes le représentant des infirmiers d'Occitanie. Je me tourne vers vous parce qu'on ne retrouve pas ces problématiques de pénurie chez les infirmiers. Pourquoi ? C'est exact. Alors, en libéral, hein, je précise, puisqu'on a vu tout à l'heure que dans les structures hospitalières, par contre, il y avait de vrais manques. Exactement. Bon, je vous remercie pour l'invitation. Oui, le message est absolument contradictoire nous concernant, puisqu'effectivement, nous, on gère à l'envers un nombre d'infirmiers croissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être extrêmement vigilant sur demain, puisque demain sera plus de pathologies chroniques et plus de personnes âgées, et en particulier au regard de l'héliotropisme sur notre région. 15 000 professionnels, c'est-à-dire 15 000 professionnels infirmières aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en exercice. Ça a triplé en 20 ans. Oui, elle a triplé en 20 ans, très naturellement. Alors ça s'est fait de manière naturelle sur l'exercice libéral. Et s'il y avait, ils sont partis, mais ceux qui étaient donc les représentants des établissements hospitaliers, on a récupéré en fait tous les talents de l'hôpital. Sur 24 élus, par exemple, j'ai une ancienne IAD, une IBOD, une IPA. Ils ont fui l'hôpital. Exactement, ils ont fui l'hôpital parce que nous, de notre côté, et j'en viens, on a une organisation qui est souple,
95% de femmes. Donc on pourrait se dire, oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème de sexe par rapport à l'approche libérale, qui ont besoin de divorcer, de se marier, d'avoir des enfants et de vivre, à l'ère du temps, c'est-à-dire en 2023, en partageant sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Vie professionnelle dans laquelle nous, on cherche à faire 12 heures par contre par jour. Les collègues essayent de passer de 8 à 12 et nous, c'est plutôt de 15 à 12 qu'on est en train de rechercher. Donc une belle activité, je dirais, portée par des femmes sur l'ensemble du territoire avec une contrainte extrêmement lourde qui est la continuité des soins, c'est-à-dire H24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. et qui est portée par une organisation qu'on veut pour soi. Et ça, c'est une réflexion qu'il doit y avoir à l'hôpital et dans les établissements privés. C'est-à-dire que le système un peu patriarcal et très pyramidal n'existe pas chez nous, il est très horizontal, dans lequel quand vous êtes associé, ben, vous faites un planning en commun, vous organisez votre temps de travail en fonction de vos contraintes, on intervient les week-ends évidemment sur des jours de pénibilité, il y aura un travail à terme sur la pénibilité des métiers de la santé, qui est à mon avis très peu abordé aujourd'hui, mais qui au fil du temps va être effectivement décorrélé des aspirations de tous les citoyens. Quand on va faire le choix entre être ingénieur dans l'aéronautique ou médecin ingénieur dans la santé, on va faire un choix parce que effectivement l'un va offrir ce que l'autre n'aura pas et le choix sera vite fait et on aura, en tout cas moi j'ai bien peur qu'on ait évidemment une perte de sens de nos métiers. Autre point, à la différence des médecins, on verra si c'est une solution ou pas, mais pour l'instant on est dans le constat, mais on verra dans la deuxième partie si dans les solutions c'est ou pas une bonne idée. Vous êtes répartis sur le territoire, pourquoi ? Alors, je l'ai dit de manière préalable, de manière assez intelligente à l'assurance maladie, dès 2008, on a accepté une régulation démographique. Évidemment, pour sous-entendre ce que Jean-Christophe a bien dit, qu'on ait un accès égal aux soins infirmiers sur l'ensemble du territoire. Sinon, on ne pourrait pas être opéré à tel ou tel endroit parce qu'on n'aurait pas le suivi accompagné par les prestataires. Donc, vous ne pouvez pas vous installer où vous voulez. Donc, on a accepté effectivement qu'il y ait un équilibrage et que on a géré, nous, le nombre de supérieurs, qu'il n'y ait pas trop d'infirmiers à la Grande Motte et un peu plus à l'ODEV. Alors, on va en passer à nos solutions. Isabelle Lafont, justement, je vous fais rebondir. Est-ce que cette régulation de l'installation, c'est une fausse bonne idée pour les médecins ? Alors, dans les choses qui ont été évoquées, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, oui, pas que la régulation, mais la question de qu'est-ce qui marche pour inciter un médecin à s'installer à tel ou tel endroit. Et je ne parle que des médecins. Dans la littérature, qu'elle soit nationale ou internationale, il y a quand même des grandes idées qui émergent. C'est que le sujet de l'incitation financière et de la régulation est au moins insuffisant, voire non opérant. C'est-à-dire que, c'est un peu brutal ma façon de le dire, mais l'incitation financière seule ne suffit pas à installer un médecin dans un endroit où il n'a pas envie d'aller. Et le sujet de la régulation, il est un peu plus compliqué que ça, mais les quelques études qui ont été publiées sur le sujet montrent que la régulation, c'est une solution d'urgence qui permet effectivement de pallier une situation d'urgence. Peut-être qu'on y est là, d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est une solution d'urgence, mais à long terme, le balancier, il se remet là où il a envie de se mettre, et en fait, ça ne tient pas à long terme. Parce donc, que la régulation sur les médecins... Un médecin qu'on a obligé à aller dans un endroit n'y restera pas. Alors, on a des processus qui ne sont pas d'obligation, mais d'incitation actuellement. On a des systèmes qu'on appelle de CESP, contrats d'engagement de service public, qui sont financés pour nos jeunes médecins, qui dit qu'on va te financer pendant tes années d'études et tu devras à la société autant d'années d'exercice dans la zone géographique où tu as signé ton CESP. En pratique, c'est des dispositifs qui sont très incitatifs, mais même ceux-là, ils ne marchent pas très bien parce qu'il y a pas mal de jeunes médecins qui, une fois qu'ils sont nommés, ils dénoncent le DESP, ils le remboursent et puis ils ne restent pas dans la zone sur laquelle ils ont été fléchés. Alors, qu'est-ce qui peut marcher ? On va passer sur les solutions, les uns les autres. Je vous laisse continuer peut-être. Qu'est-ce qui peut marcher ? Est-ce que c'est de mettre à disposition des médecins pour les attirer ? On va déjà voir comment on fait pour les attirer sur ces territoires. Plus de choses. On a vu que l'incitation financière, ce n'était pas forcément la solution. Qu'est-ce qui va être une solution ? Alors, moi, dans la vision que j'ai des choses et ce que j'ai constaté à travers ce que j'ai lu, il y a deux choses dont on est certain que ça marche et une troisième. Le premier, c'est tout ce qui est accès aux services. Et c'est pour ça qu'on est tous concernés, que c'est vraiment un combat collectif. C'est la facilité pour s'installer, pour trouver un logement, c'est la facilité pour trouver un travail pour le conjoint, c'est l'accès aux services publics, aux écoles, aux crèches, aux services publics.
Et c'est cette espèce d'environnement culturel et sportif aussi qui permet à ces personnes qui s'installent d'avoir envie d'aller dans un territoire parce que l'environnement s'y prête. Et ça, c'est un combat collectivité territoriale, région, citoyen, sur lequel on n'est pas mauvais en Occitanie, mais je pense qu'on va devenir encore meilleur. Ça, c'est le premier truc. Je fais réagir tout de suite la CPAM là-dessus. Ah, ben moi, ça ne concerne pas l'assurance maladie, donc on est Oui, toujours très content. non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit la doyenne. L'attractivité, elle n'est pas simplement celle du métier, elle est celle du métier, je vais y revenir, mais elle est aussi celle de l'environnement. Et je voudrais rebondir sur un point peut-être, parce que vous citiez les collectivités locales. Nous, de manière très pragmatique, on essaye de développer un élément d'attractivité qui marche plutôt, qui sont les assistants médicaux. On en a 800 qui ont été signés dans la région. Ce n'était pas gagné au départ, parce que ce n'était pas forcément porté par les syndicats. C'est très curieux parce que dans l'échec conventionnel, pour le coup, ça a été la seule disposition un peu consensuelle qui fait qu'on est passé maintenant à la possibilité d'avoir un ETP, un assistant médical sur tout, quel que soit le territoire, c'est plus les zones prioritaires. Et je rebondis par rapport à ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, on en signe tous les jours, c'est plutôt attractif, ça rend service, ça libère du temps médical. Et le principal frein que me donne un certain nombre de médecins, il y en a d'autres, mais le principal frein, c'est la question des locaux. Et donc, on a souvent abordé la question de l'installation des médecins dans son environnement de vie. Et aujourd'hui, je commence à parler avec les élus de la question des locaux pour les assistants médicaux. Et quand on construit une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est important aussi d'imaginer les métiers qui sont autour des professionnels et qui nécessitent un peu de place, un peu d'aménagement, etc. Donc, je me permettais de rebondir par rapport à ça, parce que ça concerne aussi la question de faciliter l'installation des médecins, des professionnels, qui sont autour des professionnels de santé. Je vous redonne la parole. Isabelle Lafont. Donc, l'environnement va compter, les conditions, les services. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire M. Trottabas. Le sujet des locaux, je vais prendre un exemple très concret. On a donc monté la formation des infirmiers et infirmières en pratique avancée depuis 2018 sur la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Et un des obstacles pour mettre ces étudiants en stage dans des cabinets de médecine générale ou des MSP, c'était l'absence de locaux. Où je la mets, où je le mets, comment je fais pour la faire travailler, la faire venir en stage avec moi. Et c'est la même chose quand on va en faire une professionnelle avec qui on travaille. Alors, le deuxième élément fort, c'est effectivement les organisations. Je les ai un peu citées tout à l'heure avec... Alors là, on peut un petit peu expliquer qu'est-ce que ça peut être ces nouvelles organisations pour permettre d'avoir partout du soin. C'est l'exercice collectif des médecins. Ça se prête peut-être pas à toutes les spécialités, mais c'est clair que les jeunes, ils ont envie d'être dans des maisons de santé qui sont à plusieurs médecins et qui sont pluriprofessionnels. Il y a le sujet de l'organisation de la permanence des soins qui est quand même très souvent mis en avant par les jeunes. Être de garde un jour sur 3, un jour sur 4, c'est pas possible. Donc ces organisations territoriales, alors là vous les connaissez mieux que moi, de la permanence des soins, c'est extrêmement important. Et puis il y a l'environnement pluriprofessionnel qui est un élément majeur, à mon avis, d'incitation à une installation dans des territoires un peu en difficulté, parce que ça permet d'augmenter la surface d'action d'un médecin à travers ces collaborations interprofessionnelles apaisées, équilibrées avec les paramédicaux, et pas que, qui fait partie de l'attractivité de certains territoires. Vous parliez des assistants médicaux, c'est vraiment un élément clé. Dans les nouveaux métiers, il n'y a pas que les assistants médicaux, mais par contre, dans les paramédicaux, il y a plein de nouvelles possibilités professionnelles. On parlera des IPA, par exemple, qui font partie de l'attractivité. Alors justement, quels sont ces métiers qui peuvent venir en aide aux médecins ? On va peut-être vous donner la parole là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment on peut imaginer cette interprofessionnalité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir des relais ? Peut-être à tous les deux, avec M. Calme, vous pouvez peut-être voir comment... nous expliquer comment ça peut se passer pour libérer du temps médical, peut-être des actes qui peuvent être relayés. Est-ce que ça, c'est envisageable ? Je vous interroge un peu tous là-dessus, parce qu'il y a aussi ces professionnels qui sont en contact au quotidien, qui peuvent peut-être aussi prendre une charge. Il ne faut pas imaginer que l'interprofessionnalité n'existe pas. Elle existe de manière intrinsèque. Vous ne vous installez pas tout seul, c'est faux. Alors, les infirmières libérales, elles sont 4 de moyenne dans un cabinet. Donc, elles sont déjà dans une cohorte de soins sur le soin infirmier. Et puis, évidemment, on est dans tout l'écosystème dans lequel on travaille. On est en lien de manière formelle ou informelle avec son médecin, son kiné, etc.
Tout ça, évidemment, il faut aujourd'hui le formaliser parce qu'en fait, comme l'a dit notre doyenne, très honnêtement, les professionnels vont plus s'installer comme ça à la sauvage, tout seuls, s'ils n'ont pas un écosystème qui est déjà un petit peu décrit, dans lequel ils vont pouvoir se reconnaître, et d'ailleurs, dans leur spécialité, vont pouvoir influencer. Et là, on a quand même des terreaux assez fertiles pour répondre à l'urgence, mais pour demain, c'est pas nous qui le disons, l'Europe entière va subir les mêmes outrages que nous avons, vieillissement de la population, etc. Et comment on soigne plus longtemps des personnes âgées avec porteuses de multi-handicap. L'OCDE dit très bien qu'aujourd'hui, on a un terreau fertile, on a des infirmiers qui sont sous-utilisés au regard de leurs compétences. Tant mieux, on les a super bien formés, des IPSI plutôt bien répartis sur le territoire, et quand on a été formé à Mende, une infirmière, généralement, elle reste à Mende, il fait très bon vivre en Lozère. Ça, c'est les atouts. L'atout numéro 2, et si on veut garder dans l'attractivité, c'est qu'il faut qu'on fasse réellement après sur le terrain ce qu'on a appris en fait à l'école. J'ai entendu, les infirmières veulent faire de la spécialité, etc. etc. Et aujourd'hui, sur l'activité libérale, de manière intrinsèque, Olivier Véran l'a dit, il faut casser les murs. Son prédécesseur l'a dit d'une autre manière, mais l'a dit aussi, aujourd'hui, il faut casser un peu les ponts sur qui fait quoi. Et en particulier, que le médecin généraliste il soigne, qui diagnostique de manière longue un certain nombre de patients qui aujourd'hui peuvent passer dans les trous de la raquette, et puis les infirmiers qui mettent tout leur art au service des patients, et même au-delà, et indirectement au service des médecins. Donc on l'a cité, et là on est effectivement toujours un peu frileux, ça c'est le problème français, certificat de décès. On passe par une expérimentation. Lamine Garbi l'a dit. Nos bras n'en tombent. Ça pourrait être un temps médical précieux gagné. On peut chanter l'expérimentation. Rassurez-vous, ça se passera bien. Et là, on a toute une déclinaison. Qu'est-ce que ça avec peut être en partie les actes qui sont passés de l'un à un accès direct l'autre à un certain nombre de professionnels. Par exemple, sur la plaie aujourd'hui, alors on est en pleine réingénierie de notre diplôme, tant mieux, parce qu'en fait, les besoins sont là. Sur la plaie, par exemple, on pourrait avoir un accès direct qui libérerait un temps médical précieux. Tout ceci ne veut pas dire qu'on fera la place d'eux, mais en coopération avec les acteurs, bien entendu. Et le médecin traitant reste le pilier de la prise en charge et reste le médecin traitant qui doit être informé de tout, à tout moment, à toute heure. L'infirmier référent, puisque l'OCDE aussi le dit très clairement, il faut que chaque Français puisse avoir un professionnel de santé référent, et puis le pharmacien correspondant. Grosso modo, on soigne une population assez bien avec ces 3 tripes. En fait, l'OCDE recommande que chaque Français ait 3 noms référents. Le médecin, le pharmacien, l'infirmier, c'est ça? Oui, si aujourd'hui le prisme s'est déplacé et que la totalité, le plus vaste hôpital de France, il est à la maison aujourd'hui. Et donc, très honnêtement, voilà, c'est les 3 effectivement professionnels qui sont en première ligne pour répondre aux mots principaux de la population. Et puis après, il y a l'hypertechnicité, l'hyperspécialité, etc. Est-ce que ça, c'est pour les médecins? C'est une solution? Vous ne vous sentez pas dépourvu d'un certain nombre d'actes? C'est un souhait? Comment vous vous positionnez par rapport à ce transfert d'un certain nombre d'actes aux infirmiers pour vous libérer plus de temps? Je ne parlerai pas de transfert d'actes, je parlerai d'attractivité de la profession. En gros, si on veut favoriser l'installation, il faut travailler sur l'attractivité des territoires, et vous l'avez très bien dit. Il faut travailler sur l'attractivité de la profession, et notamment celle de médecins généralistes. Et l'attractivité de cette profession, elle passe par une diminution de la charge de travail, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on délègue tout et qu'on ne s'occupe plus de rien. Voilà, Jean-François l'a dit, il faut que le médecin généraliste, qui est le médecin, en fait, c'est le spécialiste de la synthèse, le médecin généraliste. C'est lui qui connaît son patient, qui récupère tout ce qui vient de l'hôpital, des cliniques, des spécialistes, qui le traduit, parce que les patients n'y comprennent pas grand-chose, et qui va l'adapter. Ensuite, il travaille en lien fort avec l'infirmier libéral, surtout, et essentiellement d'ailleurs, pour le moment, sur les patients chroniques. C'est-à-dire qu'un patient chronique à domicile, la pluriprofessionnalité, l'interprofessionnalité, elle existe de fait, même si elle n'est pas formalisée. Depuis toujours, on a toujours travaillé avec les infirmiers sur des patients chroniques et avec des échanges rapprochés. C'est vrai qu'à l'époque, c'était peut-être plus vertical que ça ne l'est aujourd'hui, mais il y a de plus en plus un lien fort entre nos professions pour améliorer la prise en charge. Donc c'est pas vraiment un sujet, ça. Le sujet qu'il y a derrière, c'est peut-être l'IPA, qui n'est pas défini, donc l'infirmier en pratique avancée, qui est un nouveau métier
qui est donc un métier qui est réservé à la prise en charge des patients chroniques stabilisés. Oui. Et là, tous les mots sont importants. Patients chroniques stabilisés. C'est-à-dire qu'un infirmier spécialement formé, qui a suivi un cursus supplémentaire, va pouvoir prendre en charge des malades graves, en tout cas ce qu'on appelle morbides, avec des pathologies complexes, à domicile et s'assurer que ce patient va bien. S'il constate une variation dans son état clinique, il va appeler le médecin en lui disant « il faut que tu viennes là, parce que le patient ne va pas bien ». Mais cette prise en charge, elle se fait à deux, c'est-à-dire que le médecin et l'IPA décident ensemble du rythme de suivi. Moi, si je vois mon patient tous les 3 mois, eh bien, l'infirmier va le voir entre mes 2 visites pour faire le point sur la situation. Donc, c'est très intéressant. Et là où ça fonctionne, vous avez notamment le cas à Langogne avec Alexis Blanc qui s'occupe des IPA d'Occitanie, les médecins sont ravis. Alors, au départ, ils n'étaient pas trop pour, ils se sont laissés convaincre, et aujourd'hui, ils ne reviendront en arrière pour rien au monde. Ce n'est pas forcément adapté partout, ce n'est pas un modèle magique, hein, mais c'est un modèle qui peut être adapté à certaines situations. Alors, Monsieur Balmel, et ensuite, je vous fais tous réagir là-dessus, parce qu'on s'approche de la fin de notre table ronde. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, moi, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit là aujourd'hui, et on parlait tout à l'heure du verre à moitié plein aussi, hein. Il y a quand même des choses qui fonctionnent, et c'est vrai que sur le terrain, la collaboration, la complémentarité se fait naturellement entre les prescripteurs et aussi avec les infirmiers et les prestataires de santé à domicile. Ça fonctionne bien. Nous, ce que j'évoquais tout à l'heure, nous avons aussi dans nos effectifs, donc sur les 32 000 salariés de la prestation de santé à domicile, plus de 6 000 professionnels de santé aujourd'hui. Nous avons, donc je vous l'évoquais, des infirmiers, des pharmaciens, des ergothérapeutes ou encore des diététiciens. Eux aussi peuvent jouer le rôle de relais, ou le jouent déjà, ou pourraient le jouer. Exactement. Alors, ils le jouent déjà un petit peu, mais ils pourraient en faire encore plus. Il y a aujourd'hui des choses qui existent et qui sont peut-être pas forcément suffisamment exploitées. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Il y a 3 ans encore en arrière, donc on a connu cette grave épidémie du Covid. Nous avions donc, nous qui allons vers le patient, qui allons vers son domicile, nous avions la possibilité avec nos infirmières qui vont donc à leur domicile, la possibilité éventuellement de vacciner, puisqu'elles ont le même diplôme. Elles ont eu la même formation, elles vont au domicile du patient, donc dans des zones, nous sommes présents, vous l'évoquiez tout à l'heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans des zones donc, appelées des déserts médicaux, et j'en conviens du terme qui n'est pas forcément adapté, mais nous aurions pu très bien vacciner ces personnes, et on ne nous en a pas donné la possibilité. Un autre exemple, aujourd'hui, le volet préventif est de plus en plus important. C'est une politique publique qui est en cours où les ministres successifs et le ça dernier fait partie des plans de santé. Voilà. Nous allons au domicile des patients. Nous pourrions effectivement voir, par l'intermédiaire de nos professionnels de santé, des fragilités du patient et éventuellement l'alerter et alerter effectivement le médecin traitant. Pour l'instant, c'est des missions qui ne vous sont pas confiées. Et pour l'instant, ce sont des missions qui ne nous sont pas confiées. Donc je pense qu'effectivement, on gagnerait déjà à s'appuyer sur l'existant. De la même manière, voilà, on regrette de ne pas pouvoir être présent dans les CPTS ou éventuellement dans un certain nombre d'organes de décision, alors que nous aurions effectivement d'autres occasions d'évoquer ce type de sujet. Je vous laisse réagir sur tout ça. Est-ce qu'on est, on veut tout, mais en même temps on donne pas les moyens aux professionnels, parce qu'on voit il y a des solutions qui sont là, qui existent et qui sont faites finalement, mais sans être formalisées. Est-ce que c'est pas dommageable ça, que ça soit pas formalisé pour les patients à l'arrivée, pour la pénurie et pour l'attractivité? Je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Elles sont un peu formalisées. Après, c'est la question de la volonté de vraiment les faire vivre. Je vais revenir sur la question des infirmières en pratique avancée, les infirmiers ou infirmières en pratique avancée, les IPA. C'est un bon sujet. Je pense qu'en région Occitanie, on en a parlé avec Didier Jaffre, on doit se rencontrer avec la doyenne très prochainement. On devrait être exemplaire. On a à peu près 200 IPA dans la région. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y en a simplement un tiers qui sont en ville. Un tiers. Et pour moi, c'est une source d'interrogation, non, parce que j'ai la réponse. C'est une source de travail. Parce que pourquoi il y a plus d'infirmières IPA à l'hôpital qu'en ville? C'est intéressant à l'hôpital, hein, notamment pour la coordination ville-hôpital, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est un élément essentiel. C'est important, mais parce qu'à l'hôpital, c'est intégré dans la formation continue, c'est-à-dire que c'est pris en charge financièrement.
En ville, c'est évidemment plus compliqué pour une infirmière libérale de prendre en charge sa formation. Donc l'assurance maladie vient de mettre sur la table un dispositif à 15 000 €. L'ARS a aussi majoré son dispositif. On a besoin sûrement de voir ensemble comment on peut former plus d'IPA. Et puis après, il faut arriver à convaincre. Moi, je connais des IPA à côté de Montpellier qui trouvent des contrats de collaboration simplement avec des médecins à Béziers. J'en ai vu, ça existe, docteur K. Donc il y a aussi à convaincre les médecins, et je crois qu'il y a un vrai travail qu'on essaye de faire. On a fait un webinaire, nous, récemment, auprès de l'ensemble des professionnels de santé pour transmettre la parole de médecins qui travaillent avec des IPA. Ça marche, mais il faut arriver à rendre convaincant ce type de dispositif. Je voudrais juste insister, parce que l'attractivité, finalement, elle passe par le pluripro, les IPA et également, évidemment, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Le ministre a donné un objectif de 4000 MSP. La région Occitanie, c'est 10%, je raisonne toujours comme ça, donc on devrait avoir à peu près 400 MSP si on raisonne quantitatif, mais ce n'est pas le raisonnement quantitatif. On est à 330 MSP labellisés. Ce n'est pas le raisonnement quantitatif qui compte. Ça a été très bien dit, les MSP sont l'exercice pluripro et ce qui est attractif pour les jeunes professionnels, et notamment les jeunes médecins. Et puis c'est aussi, moi je tiens à le dire, ce qui est important pour une meilleure coordination des soins, pour une gestion des parcours de santé sur le post-AVC, sur l'insuffisance cardiaque, sur l'asthme, sur le diabète, qui sont évidemment... c'est autour des MSP que se fait une bonne coordination des différents acteurs et qu'on peut montrer qu'à la fois il y a une qualité de vie professionnelle pour les professionnels en jeu et qu'il y a une meilleure prise en charge pour les professionnels. Je voudrais juste terminer... On va conclure, ouais, parce que juste le temps par un tout petit presse. exemple. Il est important aussi que les MSP, que l'exercice libéral discutent et travaillent mieux avec les établissements hospitaliers. Et c'est le sens normalement des communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, les représentants des établissements sont partis, c'est dommage, sinon je les aurais interpellés. Ils sont physiquement présents dans le tour de table, mais il n'y a pas encore assez de coopération autour des sorties d'hospitalisation et aussi des entrées d'hospitalisation. On essaye avec l'ORU, qui je crois est présent. On teste aujourd'hui dans la région avec quelques établissements le fait que les professionnels puissent faire hospitaliser directement sans passer aux urgences leurs patients, et notamment les patients en ALD. Ça, c'est de la simplification aussi pour les médecins, parce qu'ils passent beaucoup de temps sinon à essayer de trouver des solutions. Et ça, je crois que c'est important de le promouvoir. Pour conclure, Isabelle Lafont, sur ce qui vient d'être dit, sur les IPA en particulier. Alors, d'une façon un peu plus globale, moi j'ai la particularité de penser que la formation, c'est un levier majeur de transformation du système de santé. Je pense que ce que vous évoquez, c'est peut-être quelque part une formation qui en France jusqu'à présent est une formation en silo entre les professions, en particulier les professions paramédicales et les professions médicales. Moi, je crois beaucoup qu'une des missions de la fac, c'est de territorialiser son offre de formation, on en a très peu parlé, à travers les étudiants en médecine qu'il faut mettre dans les CH, qu'il faut mettre en périphérie, dans les maisons de santé. Parce que souvent, vous me disiez, là où ils sont formés, ils vont rester. Là où je me forme, un jour je reste, ou là d'où je viens, un jour je retourne. Tous ces espèces d'aphorismes un peu faciles, et c'est très vrai. Ça, c'est le premier point, c'est la territorialisation de l'offre de formation, en gardant des grosses facs, adossées à des grosses universités et en créant ce qu'on appelle des antennes universitaires de territoire, qui est un des projets forts que je porte au niveau de cette fac, pour lequel je suis très accompagnée par l'ARS et par la région. Et la deuxième mission des facs, c'est aussi de travailler sur cette transition, qui est cette transition de créer dans les facultés de médecine ou de santé des berceaux de l'interprofessionnalité, en éduquant tout petit nos étudiants à l'interprofessionnalité de demain, parce que cet élevage en silo, il a créé parfois des méconnaissances du sujet entre les différentes professions. Et moi, je suis dans une fac où on a des formations paramédicales intégrées, on travaille avec les IFSI, il y a 13 IFSI en Occitanie-Est, sur une stratégie d'universitarisation des professions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire monter en compétences, travailler avec vous sur les référentiels, parce que je pense que c'est nécessaire, donner de la lumière et de l'attractivité aux formations paramédicales. J'ai cité les IPA, mais il n'y a pas que les IPA, il y a les IBOD, il y a les IAD, et faire émerger un corps enseignant-chercheur en sciences paramédicales. Et tous ces sujets-là, en fait, c'est le même sujet, et c'est des sujets facultaires. Et pour terminer, le jeu, il est très collectif, parce que quand je parle de territoire universitaire de formation, derrière, il y a le sujet territoire universitaire de recherche, qui a été évoqué, qui est aussi une autre façon de mettre de la lumière sur le sujet et qui est partagée
avec les CHU en particulier et avec d'autres organismes. Et puis il y a le territoire universitaire de santé dans sa globalité. Vous évoquiez les liens ville-hôpital. Il est clair que quand on est un médecin en territoire, qu'on peut garder des liens avec un CHU par exemple, quand on est généraliste en territoire, qu'on peut se former pour obtenir ce qu'on appelle une maîtrise de stage universitaire à la faculté de médecine. Moi, quand je les accueille, les généralistes, pour les formations, les MSU, on en a beaucoup, hein, on est les champions en Occitanie, on en a plus de 1300, il y en a 650 en Occitanie-Est. Quand je les accueille, je leur dis bienvenue à la maison. Ils sont super contents. C'est hyper attractif de dire ça quand on est une doyenne de la fac. Et alors oui, non mais tout ça c'est des choses. Et donc tous ces sujets en fait, on a tous les ingrédients, on les a vus à travers ces deux tables rondes pour les mettre en œuvre. Et les IPA, juste pour terminer, je pense que les IPA, effectivement, ce que vous évoquez, c'est très juste. Il y a une question de nombre d'IPA, mais il y a une question de mettre tout le monde dans le bateau pour pouvoir déployer les IPA. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la gériatrie pathologie chronique, c'est pas une pathologie d'ailleurs la gériatrie, le sujet des IPA est en train d'arriver là. Hein. Vous vouliez dire un dernier mot sur les IPA, je crois. Non, pas sur les IPA, mais de manière générale, je suis absolument d'accord avec vous. Sur la formation d'après, c'est-à-dire la formation continue, on continue à faire des formations monothématiques, mais avec des monoprofessionnels. Alors que quand on prend en charge sur le territoire un patient atteint de diabète, la formation elle doit être pluripro. Merci beaucoup à tous les 5. On est obligé d'arrêter. On va les applaudir. Merci. Ne bougez pas. Restez avec moi quelques instants parce que c'était le dernier Lab Santé de 2023. On a traité de nombreux sujets cette année. On termine avec ces problématiques de recrutement. Mais on a commencé l'année en parlant du cancer. C'était les 100 ans de l'ISM. On avait Agnès Buzyn auprès de nous. Nous avons parlé de la médecine de demain avec Bertin Naoum. Nous étions à la faculté de médecine. Vous nous aviez accueillis. Nous avons aussi parlé de demain tous centenaires. Mais comment, dans quel état vieillir, comment bien vieillir. 2024 se profile, on va avoir 4 rendez-vous. Vous pouvez déjà avoir les thèmes en tête parce qu'ils vont peut-être vous inspirer pour revenir vers nous. Nous allons avoir un rendez-vous en mars, un rendez-vous en avril, en septembre et en décembre sur 2024. Et voici les thèmes que nous nous proposons de traiter. Nous allons, alors je vous l'ai dit dans le désordre parce qu'on n'a pas encore calé l'ordre, nous parlerons de voir, entendre, comprendre les clés du bien vieillir. La vision, l'audition, la mémoire, 3 domaines qui sont trop souvent passés sous silence, en tout cas qui ne sont pas au cœur de nos réflexions, et pourtant que de progrès dans les opérations de la vision pour pouvoir vivre, pour pouvoir entendre plus longtemps et surtout comment travailler sa mémoire. Là aussi, beaucoup de progrès sont faits. Ce sont des sujets à chaque fois où on fera le lien entre ce qui existe et la recherche et les avancées technologiques incroyables qui arrivent dans ces domaines. Deuxième thème que nous traiterons, année de Jeux Olympiques, sport et santé, un binôme gagnant. Et là, 3 thèmes, vous allez le voir, le sport et l'obésité, et on traitera de l'enfance. On va traiter de l'enfance tout au long de l'année à travers différents biais. Là, ça en sera un. Il y aura aussi une table ronde sur le sport et les maladies chroniques, prévention secondaire et tertiaire, et la santé et les sportifs de haut niveau. Très souvent, on pense sportifs de haut niveau, santé en béton. Il y a des limites aussi au sport de haut niveau et des répercussions sur la santé, nous le traiterons. Troisième sujet de 2024, la prévention au centre des préoccupations. La médecine est passée dans une nouvelle démarche. La politique de santé publique se tourne de plus en plus vers la prévention primaire et le rôle essentiel de l'environnement. C'est tous les enjeux de la Med Valley. Une table ronde sur la prévention et la santé au féminin. Les femmes, la charge mentale, le dépistage, les femmes des quartiers isolés, comment toute cette prévention se met en place autour de la santé au féminin. Et puis sur toujours ce thème de la prévention, comment tous les nouveaux outils de numérique et d'intelligence artificielle vont pouvoir aider à prévenir nos maux, MAUX. Et enfin, 4e thème que l'on va traiter, et non des moindres, en 2024, on l'a évoqué à certaines reprises, psychiatrie, handicap, addiction, des prises en charge spécifiques, souvent les parents pauvres de la santé. On va voir comment les progrès médicaux sur les handicaps moteurs, les établissements d'accueil, l'handicap physique et mental, et comment aujourd'hui sont accueillies ces populations ou pas accueillies.
domicile et vie quotidienne, le trou dans la raquette pour toutes ces personnes en handicap, la psychiatrie, les nouveaux mots de la psychiatrie, la pédopsychiatrie en souffrance aujourd'hui, l'enfance, les problèmes mentaux chez les enfants avec aujourd'hui une grosse difficulté que nous aborderons et les difficultés de prise en charge et enfin l'addiction, les nouveaux profils, les profils à risque, les nouvelles addictions et là aussi la prise en charge. Vous voyez que notre programme pour 2024, si vous n'y trouvez pas des sujets pertinents et qui vous intéressent, vraiment, c'est qu'on a mal réfléchi. Alors je voulais vous remercier à tous pour votre participation. Je voulais aussi remercier l'ensemble des équipes de communication, souvent des personnes qui sont ici sur le terrain parce qu'elles sont en contact, je suis en contact avec elles toute l'année pour qu'elles m'orientent vers les bons médecins, vers les bons praticiens, vers les bons intervenants. Et donc ça, c'est un relais indispensable pour nous. Je voulais remercier enfin toutes les équipes techniques de 100% Prod qui toute l'année travaillent sur ce Lab Santé, les équipes bien sûr du Midi Libre, Jade, Vincent Bernardi et les autres, Caroline, qui travaillent toute l'année pour vous réunir. On essaye, parfois ici, parfois dans des lieux, chez vous, quand vous nous accueillez. En tout cas, on est très heureux de faire que la santé ait toute sa place au sein du Midi Libre. Merci beaucoup et une bonne fin d'année.